à tous. Je m'appelle Valérie Ferrari. Je suis gérant général de Titan. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de présenter un webinaire très important avec le docteur Gérant, le docteur Remilieu. Et on va faire une brève introduction. Donc, le docteur Gérant Philippe, c'est diplômé dans la faculté d'odontologie. Il est aussi un spécialiste d'anatomie et physiologie de l'appareil locomoteur. Il est aussi spécialiste dans l'analyse et la modélisation des systèmes biologiques. Il a un cabinet privé aussi. Il est en charge d'enseigner le service de prothèses et CAD-CAM à l'Université de Lyon. Et donc, il a cette spécialisation dans la prothèse et l'occlusodontiste. Pour le docteur Frère Remilieu, il a le diplôme de kinésithérapie et aussi d'ostéopathie. Il est en praticien et reprogrammation neuromotrice avec une méthode spécifique qu'il va montrer vous dans la présentation. Il est aussi un formateur de la méthode Eliane depuis 2019. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'une présentation très importante pour voir la collaboration des ostéopathes et des kinésithérapeutes avec le praticien, avec le dentiste. Donc, c'est quelque chose qui est très important et c'est très actuel pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat et je les lirai à la fin. Merci encore pour votre participation. Merci surtout le docteur Gérant et le docteur Emilio. C'est un grand honneur pour moi. Et à plus tard. Merci encore. Bon, tout d'abord, bienvenue à tous. Et puis, merci Valéria et toute son équipe pour cette invitation. C'est un honneur pour nous, Franck et moi, de vous faire partager notre approche thérapeutique qui fait appel à la reprogrammation neuromotrice. Aujourd'hui, dans la prise en charge des patients, les réclamations vont être de tous ordres. Les gens sont en souffrance, notamment pour des problèmes articulaires, pour des problèmes musculaires. Et on a une forme de sémantique qui est associée à cette pathologie. On va parler de SADAM, de DTM, de DAM, de position mieux relaxée, de relation centrée, d'occlusion d'intercupidie maximale. Pour les patients, c'est un peu du chinois. Pour les praticiens, ça commence à être plus clair. Mais ce qui est important, c'est de savoir reconnaître la dysfonction de l'articulation temporomandibulaire et de l'appareil mandibucateur d'une manière plus générale. Le fait d'avoir élargi à l'appareil mandibucateur permet d'inclure tous les professionnels médicaux qui peuvent participer à l'amélioration de la santé des patients. Et c'est là où je fais référence au travail de Franck et de la grande collaboration que nous avons eu la chance de mettre en place depuis quelques années et de développer cette technique. Je ne peux faire cette conférence sans avoir un hommage sincère et profond à Francis Hartmann, qui, pour des raisons personnelles, par son neveu, nous a mis en relation. Donc, c'est quelqu'un qui est visionnaire et qui a ouvert ma pratique professionnelle à une approche neuromusculaire et associée aux neurosciences. Cette approche permet de sortir du contexte purement occlusal, purement dentaire, purement mandibulaire. Et on fait référence à cette phrase d'Albert Einstein qui nous amène à penser que si on réfléchit au problème toujours au même niveau, on n'arrivera jamais à dépasser la problématique. Et donc aujourd'hui, on vit une révolution, mais une révolution formidable. On voit une explosion de l'informatique, on voit une explosion de l'imagerie médicale, on voit une explosion du numérique et une référence sans cesse
plus importante aux neurosciences. Donc, il faut changer notre façon de penser. Et c'est admettre que prendre en charge les pathologies telles que les dames, c'est sortir de la mécanique et c'est entrer dans la neurologie et la physiologie. En réalité clinique, il y a eu un très beau condensé de différents articles concernant l'approche moderne de l'occluso. Et j'aime bien cet article-là qui fait référence à la relation entre l'occlusion, le changement de paradigme, et c'est surtout la pondération et la modération que ça apporte par rapport à nos thérapeutiques habituelles. Nombreux sont les patients souffrant de dames qui ont couru les cabinets dentaires et qui peuvent vous résumer, grosso modo, tout ce que la profession a pu proposer comme thérapeutique. On entend souvent le recours à des meulages, à une altération des organes dentaires et l'appel à des gouttières, l'appel à du traitement en orthodontie et toutes sortes de choses. Mais surtout, ce qui impacte beaucoup les patients, c'est le fait qu'on leur a proposé des traitements thérapeutiques souvent irréversibles. Et quand le gain médical et thérapeutique n'est pas au rendez-vous, on les plonge dans un stress important. La deuxième rencontre de ma vie professionnelle a été Pedro Planas. J'ai eu la chance d'aller à Barcelone suivre ses formations. Et quel aspect visionnaire de son enseignement sur la visualisation des fonctions neurovégétatives et le rôle éminemment important de la respiration, de la déglutition et de la mastication dans la stabilisation de la sphère orofaciale. Donc forcément, si on fait appel à la respiration, la déglutition et la mastication, on ne peut s'empêcher d'associer le rôle de la langue dans l'expression des pathologies telles que le DAM et le bruxisme. On voit, si on veut vraiment chercher la bibliographie, on arrive à trouver toutes sortes d'informations depuis longtemps qui font référence à ça. Autre rencontre professionnelle très importante, je vous ai mis en sticker la présentation de Jean-François Olu, qui est un orthodontiste du Mans et qui fait beaucoup d'orthodontie fonctionnelle précoce, et notamment les conséquences de la dysfonction nasale. On n'en parle jamais assez, mais il y a un impact énorme sur la position de la langue chez les respirateurs buccaux stricts, le manque de développement de l'étage moyen et de l'étage inférieur, avec pour conséquence des compressions articulaires et des problèmes vertébraux. C'est bien de ça dont on parle quand on parle des dames. Donc, vous pourrez aller voir dans sa présentation toutes les conséquences de la correction de la respiration nasale, surtout quand on veut faire de la prévention avec des gouttières de rééducation fonctionnelle, qui ne peuvent être supportées par les enfants notamment, ou par les adultes, que si la respiration nasale est en place. Aujourd'hui, le monde des ORL est encore très imperméable aux demandes des chirurgiens dentistes et orthodontistes dans cette direction-là. Eh bien, Franck et moi, on s'est rencontrés, présentés par une orthophoniste qui était patiente chez moi et qui travaillait avec lui. Et on lui a chacun exprimé nos problématiques, c'est-à-dire que moi, je disais, j'ai des problèmes de rééducation linguale, j'ai des problèmes de symétrisation, de mastication, de positionnement mandibulaire. Et dans la rééducation, parfois, j'ai des obstacles et des freins parce que les gens ne sont pas ouverts ni disposés à entamer une fonction de rééducation. Et elle me dit, mais vous savez, j'ai une connaissance, Franck Rémilleux, qui est kiné ostéopathe, et ils font de la reprogrammation motrice au sein du centre Aliane pour des gens qui ont été traumatisés ou des sportifs de haut niveau. C'est comme ça qu'a débuté notre relation avec Franck.
Et depuis, on a eu cesse de parler de ces problématiques de dames et de pathologies articulaires, et on a fait converger nos visions pour développer une technique thérapeutique qu'on va vous présenter. Ce qui est important, si on se lance dans l'approche neurofonctionnelle, c'est de peut-être reconsidérer, grâce à Francis Hartmann, et puis toute cette époque des années 70-80, où, par exemple, en France, en 74, les universités, enfin les écoles dentaires sont devenues des universités. Et donc, du coup, il y a des départements de recherche fondamentale qui se sont développés en neurophysio, neuroanat, etc. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire de la recherche fondamentale sur l'innervation de la dent dans un contexte local et général. La dentisterie, si elle s'en réfère à traiter la douleur, ce qui est quand même l'activité principale des chirurgiens dentistes à une époque, on va rester dans une dentisterie conventionnelle. Mais si on considère que la dent est un organe sensoriel, et qu'il y a une très forte sensibilité tactile d'une dent, on parle de sensibilité de 8 à 40 microns, 60 microns selon la littérature, eh bien, par la voie trigéminale, on va avoir une gestion de ces informations qui auront des répercussions sur la fonction manducatrice. Je vous mets aussi en référence cette magnifique conférence qu'on doit trouver sur YouTube, où vous verrez la présentation du docteur Riaz, qui synthétise énormément toute la fonction tactile d'une dent et l'adaptation grâce à la plasticité du cerveau. On voit que l'information trigéminale va être amenée au niveau des noyaux centraux et du cortex cérébral, et que nous allons avoir un certain nombre d'informations. Potentiellement, dans la gestion des dysfonctions de l'appareil manducateur, on va avoir des dysfonctions linguales, des dents absentes non remplacées, une mastication insuffisante, une mastication unilatérale, alors très chère à Planas, puisqu'il avait montré qu'on avait une modification du plan d'occlusion liée à une mastication unilatérale. Bon, puis tout le reste, des troubles de l'occlusion, les parafonctions, les prothèses mal équilibrées, les alimentations inadaptées. Et on voit que cette information-là, elle est triée au niveau des noyaux centraux et qu'elle est liée, la gestion de cette information est liée à la quantité d'informations qui arrivent. J'avais pris comme exemple les pyramides de coupe de champagne pour exprimer ce que peut être un trop-plein d'informations au niveau des noyaux centraux. Dans la littérature, et confirmée par Francis Hartmann, le contact de nos dents ne dépasse pas 7 minutes par jour, mastication comprise. Qu'en est-il des patients qui font du clenching, de l'hyperserrement et du bruxisme? Chaque fois qu'ils vont contacter leurs dents, ils vont déclencher l'information trigéminale qui va être recueillie au niveau des noyaux centraux. Et par effet secondaire, il va y avoir une perturbation du fonctionnement d'autres centres nerveux, hypothalamus, cervelet, noyau, tractus solitaire et moelle épinière. Grosso modo, si nous comparons ça à la pyramide de Champagne, le nombre de contacts de dents normaux et physiologiques, ça correspond à la consommation d'un verre par jour de champagne. Et on voit bien dans la pyramide de Champagne, quand on vide un magnum, ça va couler et remplir les coupes qui sont en dessous jusqu'à déborder complètement. On peut imaginer que certains patients qui ont des effets délétères, sévères et ancrés sont en flux permanent de champagne, et on imagine l'effet au niveau de leur comportement. Ce qui est important de voir, c'est que les muscles masticateurs ont un statut original parce qu'effectivement, l'information aussi n'est pas liée qu'à l'information liée au contact dentaire, mais aussi au fonctionnement des muscles et aux capteurs de Golgi qui sont à l'intérieur. Là, c'est plus
par intérêt pour votre information générale, décrit dans la littérature des troubles du comportement, des troubles liés à une réceptivité aux hormones, le cycle du stress et l'action sur la mise en tension excessive des muscles maxillaires. La science se penche sur ces boucles neurologiques et sur l'adaptement comportemental. J'aime bien cette slide parce qu'elle résume à elle seule la complexité de prise en charge des patients et de la symptomatologie qu'ils peuvent présenter. Vous voyez que ce qui va être en référence à notre activité propre, c'est la douleur au niveau de la bouche, la douleur au niveau des mâchoires. Et effectivement, on peut imaginer que les patients spontanément vont venir consulter au niveau, pour ces pathologies-là, chez l'ostéopathe, le stomato ou le dentiste. Mais qui peut imaginer que pour des problèmes d'yeux, des douleurs par exemple, des rougeurs, des phosphènes, des photophobies, des problèmes crâniens, des problèmes d'acouphènes, est-ce qu'on va aller consulter en première intention son dentiste? Oui, si c'est un dentiste neurofonctionnel, un peu moins si c'est un dentiste classique. La vocation de cette présentation, c'est d'essayer de resituer ce qu'on est nos objectifs. Comment déprogrammer le schéma inhibiteur neuromusculaire que vous expliquera dans quelques temps Franck. Je fais référence ici à une formation que j'avais faite avec Cyril Gaillard et qui se permet de saluer son immense travail de formation, de recherche et de développement sur les nouvelles technologies. Et vous voyez dans sa boucle, dans la vue d'ensemble, dans le traitement des pathologies articulaires, eh bien, il faisait référence à son articulé habituel, à une trajectoire habituelle, un repos habituel, et qui, dans ce cadre-là, était pathogène. Et il faisait appel à tous les travaux de Jenkinson et de Las Vegas Institute sur l'utilisation des TENS pour pouvoir permettre un relâchement musculaire et permettre un repos physiologique pour obtenir une trajectoire physiologique et obtenir un articulé physiologique neuromusculaire. Sauf que la réceptivité aux TENS ne fonctionne pas chez tout le monde. Donc, dans ce besoin de resituer le relâchement musculaire au cœur du traitement des pathologies articulaires, on peut imaginer l'utilisation et le recours à de la kiné musculaire, aux ostéopathes, à la chimie avec les murs relaxants, aux anxiolytiques, au traitement psycho avec le MDR ou les injections en oral thérapie chères à Francis Hartmann, et puis notre approche thérapeutique avec la reprogrammation neuromusculaire. Là, c'est pour info, la neuralthérapie, c'est ni plus ni moins que de l'injecter un anesthésique sans vasoconstricteur au niveau de la loge infratemporale. Et grosso modo, on viendrait freiner à ce niveau-là le flux de la voie trigéminale, réduisant ainsi le trop-plein d'informations arrivant au niveau des noyaux centraux. Pour la pratiquer régulièrement, on a des patients qui sont assez réceptifs à ce genre de situation et on arrive à soulager. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans les algies et les douleurs sévères que peuvent présenter parfois certains patients, ils attendent de nous qu'on fasse cesser leur douleur avant toute chose. Ils ne demandent pas qu'on les réhabilite, qu'on remette des couronnes, qu'on refasse des restitutions et des implants. Ils veulent surtout ne plus avoir mal. Donc parfois, dans l'approche thérapeutique, il est important de savoir utiliser ces thérapeutiques pour pouvoir soulager le patient. Donc la technique, c'est d'utiliser des anesthésiques sans vasoconstricteur avec une aiguille de tronculaire et d'aller jusque dans la loge infratemporale avec une injection de une par semaine pendant 8 semaines au minimum. Et puis, on peut compléter parfois avec des myorelaxants pour accentuer l'effet de myorelaxation.
On peut utiliser aussi la solution d'Etens et les solutions techniques avec le J5 et le K7 que j'ai évoqué précédemment. Ça peut être un très bon outil. Personnellement, j'utilise plus le K7. Je trouve que c'est un peu trop complexe à utiliser et puis il y a une instabilité. Puis je suis moins motivé. Quand on regardera les nouvelles technologies qui vont arriver, c'est un appareil qui demande une forte courbe d'apprentissage et qui représente plutôt quelque chose qui date des années, la fin du XXe siècle et certainement pas les technologies ouvertes sur celles du XXIe siècle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les TENS, c'est qu'on va mettre des électrodes et on va faire passer un micro-courant qui va augmenter la microcirculation sanguine pour éliminer les toxines musculaires, grosso modo, enlever les crampes et spasmes musculaires. Et là, maintenant, on va aborder, à proprement parler, de la reprogrammation neuromotrice. Donc, on va faire une petite manipulation avec Franck Rémilleux, qui va prendre la main et qui va faire sa présentation. Et je vous reverrai après pour la suite des cas cliniques. Alors. Bonsoir. Donc, je suis Franck Rémilleux, je suis kinésithérapeute, j'ai fait des études d'ostéopathie. Et déjà, je remercie Philippe de sa collaboration. Je vous remercie aussi Valéria, Emmanuel, pour nous avoir conviés à faire cette réunion ce soir. Pour la petite histoire, ça fait un moment en tant qu'ostéopathe que je travaille sur les ATM. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je travaille en collaboration avec un dentiste dans ma région et on préparait finalement toutes les interventions chirurgicales en relâchant systématiquement tout ce qui était musculaire au niveau temporal, masséter, au niveau des pterygoïdiens, de façon à ce qu'il y ait beaucoup moins de tension musculaire lors des interventions. Le souci que j'avais, c'est que certaines fois, hormis les interventions, je pouvais avoir des patients qui avaient des tensions à ce niveau-là, qu'on arrivait à libérer, et cette libération permettait une libération des paravertébraux et des trapèzes. Simplement, ça revenait. Alors même que finalement, au niveau occlusion, il n'y avait aucun souci, puisque c'était traité, c'était envoyé par le dentiste. Et je me suis aperçu petit à petit, et surtout quand j'ai connu Aliane en 2017, que c'est le schéma moteur d'origine qui fait que même si on travaille, ça revient, on revient en arrière sur le problème. Voilà, quand on voit une personne, comme vous voyez là, vous, en tant que dentiste, vous allez tout de suite repérer ce qui peut se passer et on peut se demander si c'est quelque chose qui est traumatique, si c'est articulaire, si une intervention musculaire ou non, ou si c'est simplement le ménisque, ou s'il y a eu une intervention chirurgicale. Il faut savoir au niveau de la plasticité que le cerveau est capable d'adapter les mouvements à des contraintes reçues et de s'intégrer, et donc il est capable de s'intégrer pour se protéger. Et donc, il va faire un changement de schéma moteur. Au niveau de la neuroplasticité, il y a deux types de plasticité. Il y a la plasticité activité dépendante, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qu'on fait au fur et à mesure. La mastication, c'en est un. Apprendre à marcher, c'en est un aussi. C'est lié à l'apprentissage par le geste. Et puis, il y a une plasticité de compensation spontanée, c'est-à-dire c'est ce qui va se développer une fois qu'il y aura eu un traumatisme ou un phénomène d'évitement. Le but de la reprogrammation neuromotrice, c'est de permettre au patient de mettre tous ses muscles masticateurs au neutre, de façon à ce que le schéma d'ouverture et de fermeture soit le moins parasité possible, et que l'occlusion soit la plus neutre. Je vais vous donner un exemple avec un coude. C'est-à-dire que si vous avez une fracture de coude, vous allez avoir une attelle ou une intervention qui va vous immobiliser. Ce qui va se passer, c'est que momentanément, vous allez avoir le biceps qui va se contracter puisque vous allez être en flexion. Il va y avoir une coactivation, une contraction musculaire réciproque entre le triceps et le biceps, ce qui fait qu'à terme, quand ce sera réparé, théoriquement, le biceps va comprendre, le cerveau va faire comprendre au biceps que quand on tend le coude, quand on tend le bras, le biceps doit se relâcher de façon excentrique. Ce qui peut se passer, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une coactivation, une co-contraction qui fait que plus vous tendez, plus c'est le biceps qui se met en route.
On peut faire une corrélation avec les muscles masticateurs, dans le sens où quand il y a eu un traumatisme ou une intervention qui a été un petit peu très inflammatoire, il va y avoir une contraction au niveau des masticateurs et qui ne va pas obligatoirement se relâcher au bout d'un moment. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir une restriction d'ouverture de bouche juste à cause de ce genre de problème. Il peut y avoir une limitation parce que suite à une intervention dentaire, on a été obligé de travailler longtemps la bouche ouverte et ça bloque ça met en co-contraction ces muscles-là. Donc le schéma inhibiteur de protection est resté en place, bien que tout soit réparé, et on se retrouve avec des déviations comme on a pu voir tout à l'heure, hormis les vrais soucis articulaires qu'on peut trouver. Comment marche la reprogrammation neuromotrice? C'est très simple, c'est basé sur un trépied qui sont les sensations proprioceptives, c'est une prise de sensations proprioceptives, des sons de basse fréquence et de l'imagerie mentale. Pour nous, les sensations proprioceptives sont très importantes, c'est-à-dire que les patients, il faut absolument qu'ils arrivent à ressentir exactement ce qui leur arrive à quel moment et visualiser ça. C'est-à-dire qu'on se sert énormément des vidéos, que ce soit les vidéos sur leur façon d'ouvrir la bouche ou des vidéos aussi anatomiques de façon à ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne au niveau de leurs muscles. Donc, de façon à voir, par exemple, l'ampleur du temporal, savoir pourquoi ils peuvent avoir des maux de tête qui sont assez hauts alors qu'ils ne comprennent pas que ça peut venir d'en bas, parce que c'est l'histoire de la chaussette et du trou. On va tirer sur la chaussette et le trou va être au bout. Là, c'est la même chose. Donc, le fait de leur montrer toutes ces vidéos-là avec un logiciel qui s'appelle Visible Body, qui est très intéressant, ça permet de leur faire prendre conscience déjà à quel point les muscles sont étalés au niveau du crâne. C'est la même chose, je voulais leur montrer, je vais montrer les ptérygoïdiens parce que ce ne sont pas des muscles. Autant ils peuvent ressentir les tensions qui se passent au niveau des mâchoires, au niveau de l'angle de la mâchoire, l'ensemble du temporal, autant au niveau des ptérygoïdiens, ils ont cette sensation de douleur à l'intérieur de la mâchoire comme ça, mais quand ils visualisent les muscles, ils comprennent beaucoup plus pourquoi. Et c'est important parce qu'on va pouvoir associer cette visualisation à la proprioception. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, mais ça je pense que vous le savez tous, à partir du moment où il y a un serrement de dents accentué, il va y avoir une répercussion sur les muscles paravertébraux et sur les muscles trapèzes. Très important, au même titre qu'à partir du moment où il y a une limitation d'ouverture de bouche par une tension trop importante au niveau des masticateurs, la personne va essayer de compenser ça en faisant une extension du cervical haute. L'imagerie mentale. Alors, il faut savoir que des études ont été faites, notamment par Émeric Guillot à Lyon. Il faut savoir que quand on pense à un mouvement, on génère à peu près la même stimulation cérébrale que quand on effectue le mouvement en réalité, à 95%. Ce qui fait que si on va demander au patient d'associer tout ce qu'il a ressenti et visualisé pour se créer une image mentale, qu'on va dire, on va appeler ça une image mentale négative ou du geste à changer. C'est-à-dire, plus je sens que quand j'ouvre ma bouche, ça va commencer à tendre au niveau de mes mâchoires, au niveau de l'angle de la mâchoire, au niveau du temporal. Donc, une fois qu'ils ont fait ce mouvement-là plusieurs fois, on leur demande d'imaginer simplement le mouvement pour créer cette image mentale. Les sons de basse fréquence, maintenant, il y a plusieurs études qui ont montré que ça pouvait avoir une action sur l'apprentissage et sur la neuroplasticité. Je vous laisserai de toute façon revenir sur les différentes publications si vous le désirez. Première chose, c'est observation, prise de conscience, comme je vous disais. Donc, on filme la personne, on lui demande de nous expliquer ce qu'il ressent et à quel moment ils peuvent sentir les tensions à droite à gauche. Une fois qu'ils ont fait cette action en réalité, on va leur demander d'imaginer le mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va les mettre sous les sons avec le générateur de son de basse fréquence, Alphabox, qui va nous permettre de les mettre en état de relâchement. On va leur faire un protocole de relâchement pour encore plus être dans la proprioception au niveau de ces muscles-là. Maintenant qu'ils les ont vus, c'est beaucoup plus facile de les ressentir. Ça, donc, c'était avant le traitement. Et voilà ce qu'on obtient après, c'est-à-dire on va limiter complètement les parasites musculaires, on va tomber sur d'autres soucis purement articulaires derrière. Et vous voyez que la baïonnette est beaucoup moins prononcée
que lors du premier. Tu veux intervenir, Philippe? Oui, je voulais juste dire que tu pouvais préciser ou qu'on pouvait préciser aux participants de cette réunion qu'il y a entre la première vidéo et la deuxième vidéo aucune manipulation de type ostéopathique, Ah ni oui, massage, ni kiné. non, C'est non. uniquement l'imagerie mentale qui permet de corriger le schéma Schéma moteur, oui. inhibiteur et de permettre un relâchement musculaire symétrique qui permet une réouverture symétrique dans la trajectoire. Et la séance dure 1 heure. Hein. Là, il y a à peu près 1 heure de séance. Entre la prise de conscience, entre le travail de relâchement, son de basse fréquence, travail de relâchement et le protocole GRM qu'on fait derrière. Voilà. Un autre cas, c'est une personne qui avait des contractures de trapèze paravertébraux et des fortes douleurs au niveau des temporaux et qui bouxait et qui avait une limitation d'ouverture qui était assez importante. C'est-à-dire que là, il est au maximum. Et on voit, pardon, voilà, on voit très bien, je suis désolé, ça fait 2 fois que je fais la même bêtise. On voit très bien à ce niveau-là qu'il va essayer de chercher avec les muscles du visage à agrandir un petit peu encore son ouverture buccale, sachant que le cerveau dit on m'a demandé d'ouvrir, donc je prends tout ce que je peux pour ouvrir, ce qui fait que ça fait des tensions non seulement au niveau du muscle du visage, mais on ne voit pas énormément, mais il fait aussi une extension haute cervicale de façon à pouvoir augmenter encore cette ouverture. Voilà, mais là, il est vraiment au maximum. Hein. Après le travail en RNM, ça c'est le départ. Et voici l'arrivée 1 heure après. Il y a surtout immédiatement un relâchement des paravertébraux et des trapèzes et une sensation de relâchement général qui a été exprimée directement par le patient. Je vais vous montrer un autre cas patient que j'ai eu hier, donc c'est assez récent. Une personne qui est née donc en 87 et une intervention d'avancée mandibulaire avec une chirurgie orthodontique, avec une fracture, on a fait une fracture exprès au niveau des maxillaires pour pouvoir équilibrer les choses. Et par la suite, il y a une limitation d'ouverture avec une douleur de l'hémiphase gauche et une déviation mandibulaire. Et ça date de 2018. Et depuis, elle a des douleurs au niveau... elle a des fourmillements, elle a des douleurs au niveau des cervicales. Et vous allez voir, quand elle ouvre la bouche, il y a une compensation. Je vous parlais des compensations au niveau des muscles du visage. Vous allez voir la fossette qui se crée ici. Donc, prise de sensation et on leur fait décrire. Quand vous ouvrez un fond, est-ce que vous sentez quelque chose là? Elle ressentait, elle, comme un bandeau qui partait de l'ATM et qui redescendait jusqu'à la commissure des lèvres. C'est la même chose. Voilà. Et ça, c'est 1 heure après, une fois qu'on a terminé la séance. Alors, elle est passée en ouverture, puisque j'ai encore les chiffres en tête. Elle est passée de 25 mm à 33. Mais la plupart du temps, quand on fait des séances à Lyon avec Philippe, on en fait régulièrement à Lyon une fois par mois tous les jeudis. Et on arrive à gagner entre 5 et 8 mm. Mais il y a une étude qui est en cours, une publication qui se fera bientôt où on aura plus de chiffres précis. Non. Alors, pour vous qui êtes très avertis de cette chose-là, on peut voir que cette personne, cette fossette-là, on peut savoir que cette personne a aussi un problème de déglutition atypique. Et le déglutition atypique, ça va rajouter des problèmes au niveau des muscles masticateurs. Voilà un test justement sur la déglutition.
parce qu'on s'est aperçu que si on ne réglait pas ça chez les adultes, il y avait 80% il me semble que c'est 80% des bruxeurs qui ont des déglutitions atypiques. Reprenez-moi si je me trompe, mais c'est assez important. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de voir les enfants de plus en plus tôt, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où ils auront une déglutition qui sera plus atypique avec la langue qui monte au palais, ça permettra une ouverture plus facilement et un meilleur développement en intermaxillaire. Donc, peut-être un peu moins d'orthodontie, si c'est possible. Et puis surtout, ça va ouvrir les fosses nasales. C'est important par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure. Donc, même prise de conscience, on voit très bien ce qui se passe au niveau de la bouche quand il avale. Avec le même principe de visualisation, prise de conscience. Oui, Philippe? Oui, je voulais juste intervenir, c'est que effectivement, là, on s'attache à la rééducation linguale chez les enfants, puisqu'en fait, on fait de la prévention et qu'on connaît toute l'importance de la croissance verticale sur le rôle de la langue pour éviter un manque de dimension verticale et avec pour conséquence un recul articulaire, des compressions articulaires progressives et le bruxisme souvent qui est déclenché à cause de cette position-là. Donc, on s'est concentré sur la RNM, sur une RNM ATM et sur une RNM déglutition posture qui est souvent en complément de notre approche thérapeutique qui peut aussi bien aller chez les enfants préventifs pour les traitements d'orthodontie. Orthophonistes et orthodontistes nous envoient maintenant les enfants pour accélérer la rééducation de la déglutition parce que si vous avez un peu une idée de ce qui se passe chez un orthophoniste avec les 40 ou 30 ou 40 rendez-vous chaque semaine, là, vous allez voir qu'en une séance de à peine 1 heure, Franck et puis les collaborateurs qu'on doit citer, Shingo, Anne-Laure Charlotte, oui. et Charlotte, Puis eh maintenant, bien, au Centralian, en 1 heure, on arrive à reprogrammer une déglutition. Donc, on a un gain de temps énorme pour les praticiens, mais surtout pour les familles, parce que les mamans, vous leur libérez des mercredis après-midi, c'est juste génial. Elles nous en remercient pour ça. Allez, je te redonne la parole. Oui, je vous disais qu'on avait aussi formé Frédéric, qu'on avait formé trois personnes supplémentaires, donc une à Dijon, une à Clermont-Ferrand, et la troisième à Thonon ou Évian, quelque chose comme ça. Et c'est important parce qu'on voudrait vraiment développer ce réseau de façon à ce qu'on puisse se prendre en charge de plus en plus de personnes avec cette méthode. Et vas-y. Donc, voilà, après la RNM. Voilà, vous voyez, il y a une diminution notable des mouvements. D'abord, un mouvement vertical au niveau de la langue. Désolé pour la vidéo loupée. Et c'est surtout un niveau vertical au niveau de la langue et une diminution notable des mouvements de la bouche. Hein. Si on revient sur la vidéo précédente, vous voyez déjà que là, il part avec des fossettes, avec vraiment un mouvement très important à ce niveau-là. Donc voilà. C'est moi qui tombe, c'est pas lui. Ça, c'est génial. Là, tu viens d'avaler. Voilà. Une fois. Je crois que j'étais encore plus surpris que lui sur cette intervention. Voilà. Une autre jeune fille qui nous a beaucoup aidé parce que c'est là où on a vraiment associé non seulement la déglutition, mais la posture qui était importante. Au niveau des rhomboïdes, il faut travailler les rhomboïdes et reculer les épaules de façon à pouvoir vraiment travailler la langue en bonne position. Et là, on voit tout de suite les mouvements de la bouche. La tête qui part un petit peu en avant. C'est bon. C'est bon. Et ce qui est important, c'est ce qu'elle va nous dire là. Ça fait un mouvement à ce niveau-là en avant et après ça repousse en arrière à ce niveau-là. Voilà, c'est exactement le mouvement de tête dont je vous parlais. En avant au niveau de ta mâchoire, c'est ça? Oui. Quelle sensation tu as avec tes lèvres quand tu avales ta salive? Elle bouge. Ouais. Je ne sais pas comment elle bouge parce que je les voyais pas, mais je sais qu'elle bouge. Je t'ai filmé pour te le montrer. D'accord. Ta langue, elle fait quoi?
Bah, elle fait la même chose que tout à l'heure, elle vient sur les dents de devant. Mhm. Du coup, je la sens qui pousse mes dents de devant. Ok. Parfait, sens. Voilà, là, il y a toutes les composantes de la déglutition atypique et vraiment, Pourquoi tu dis ça va en avant, en arrière? C'est parce que comme l'arrière part un petit peu en avant, ça repousse ton menton d'avant, en fait. C'est ça? Oui. Hein? toutes les composantes pour qu'elle puisse créer son image mentale. Ouais, Donc, proprioceptif et visuel. Hein. On a fait la méthode qu'on a appelée GRM2. Alors là, elle a simplement, vous voyez au fond, elle a simplement enlevé son pull, c'est pas 3 jours après. Elle s'est attachée les cheveux parce qu'on voulait voir absolument la bonne posture qu'elle avait maintenant par rapport à avant. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau de ses lèvres, au niveau du mouvement de langue. Il est vertical. Et maintenant, tu te mets face à moi. Et vous allez voir les lèvres qui ne bougent plus. Et tu peux avaler ta salive. Génial. Parfait. Voilà. Et vas-y. Hop, pardon. Eh bien, je vous remercie. Philippe, je peux te redonner la parole. Mais c'est incroyable. Hein. De quoi tu n'arrives pas hein. Et je ne sais pas pourquoi il disparaît à chaque fois. Je ne peux pas te répondre. Là, on est chez toi, c'est sûr. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça saute à chaque fois. Regarde où est ta présentation, puis tu la ressors. Voilà, elle est là. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis en place là? Oui, Bon, mais par contre, je ne me vois plus en pastille, donc je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, pendant que Franck faisait sa présentation, j'ai regardé les petites questions qui ont été posées, notamment celle posée par Alessandro, que je salue. Et je reconnais là toute la pertinence de son expertise. Effectivement, on peut considérer qu'un enfant, par exemple, soit influencé par une mauvaise image de la déglutition quand on a, par exemple, un des deux parents qui a une déglutition atypique. En fait, par mimétisme comportemental, l'enfant va reproduire le schéma et effectivement créer une déformation de la structure avec toutes les implications et complications qui sont évoquées par Planas sur les défauts de croissance. On va aller, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, en fait, on va arriver au cœur maintenant des nouveaux outils, c'est comment mesurer ce qu'on veut faire. Alors, on peut considérer que le dispositif proposé par Tissan, en fait, peut être considéré comme un GPS, donc se situer dans une cartographie occluso-posturale. Et on va avoir une idée assez intéressante, voire même plus qu'intéressante, d'une situation initiale du fonctionnement musculaire jusqu'à une situation secondaire obtenue après une thérapeutique adaptée. Depuis que j'ai ce dispositif, en fait, ça a complètement changé ma façon de procéder. Alors, bon, non seulement j'ai une activité qui est de plus en plus liée aux pathologies articulaires, mais quand on fait de la prothèse et des grandes reconstitutions, quand on a des pertes de dimension verticale, quand on a des restaurations supra-implantaires à faire, effectivement, on va rechercher le moyen de se situer dans cette cartographie si importante pour la pérennité de nos reconstitutions. Dans les nouveaux outils technologiques, j'utilise aussi depuis peu, alors je n'en ai pas encore une grande expérience, mais je mesure quand même tout le potentiel de cet aspect numérique. On imagine le système d'Occlusense et puis il y en a un autre, le T-Scan.
On va passer d'une empreinte statique des points d'occlusion à l'histoire des points d'occlusion, c'est-à-dire comment ils arrivent. Puisque au final, quand on a juste par exemple, sur cet appareil, ces deux appareils complets, les points, on va considérer éventuellement l'intensité d'un point, mais la prématurité occlusale sera plus facile à définir si on observe cette cartographie en 3D telle qu'on le voit sur la partie droite de l'écran. Le concurrent que j'avais essayé, mais pas le T-Scan 3, mais peut-être le 1, le 2, il y a longtemps, est aussi un outil formidable. Ce que j'ai bien aimé dans la différence, surtout chez celui de chez Bosch, c'est que sur le papier articulé numérique, on a aussi un papier qui est ancré. Bon, c'est la tradition de chez Bosch de savoir faire des papiers ancrés ou des papiers encreurs. Donc, du coup, on a une similitude entre ce qu'on peut visualiser sur l'écran de l'iPad et ce qu'on peut visualiser directement en bouche sur une gouttière ou sur les surfaces anatomiques dentaires. Sur le T-Scan, on voit que dans la partie inférieure à droite, effectivement, on a ce papier électronique, mais on a aussi un papier encreur. Et on voit que c'est un papier encreur de 200 microns. Alors que quand on utilise le papier numérique de chez Bosch, il est à 60 microns. Voilà, c'est juste histoire de comparer les technologies. Empreinte numérique, numérisation des empreintes physiques. Je ne comprends pas bien la course à l'échalote auquel on assiste actuellement. C'est comme si, à une époque, on avait comparé au micron près la précision de nos empreintes au silicone. Il faut juste considérer que ça reste des outils de grande performance. Et après, on parlera d'ergonomie, mais cette guéguerre aujourd'hui des fabricants pour dire quelle est la meilleure de toutes les machines, pour moi, me dépasse un peu. Je considère qu'il faudrait se reconcentrer sur l'aspect financier pour que ce soit un produit de démocratisation et non pas un produit de sélection. Je dois aussi inclure dans cette présentation le magnifique travail de l'équipe de Maxime Gerson et Antoine, que je connais depuis un petit moment. J'ai assisté au tout début de leur machine que Maxime avait eu la gentillesse de venir présenter au cabinet. Au début, on avait vraiment une idée qui avait été mise en application, mais je dois avouer que depuis quelques années, je vois un développement spectaculaire, notamment le lien avec tout l'axe prothétique et le développement grâce à le lien avec Exocad, les laboratoires dentaires, pour repenser les collaborations entre le chirurgien dentiste et ses besoins et le laboratoire et ses besoins pour fabriquer la prothèse conforme que les deux entités espèrent obtenir. Donc, bravo à Maxime. Et puis, si on doit encore évoquer des nouveaux outils, puisque on a besoin d'enregistrer les choses avant de prendre une décision, c'est bien ça qui est l'aspect important de notre présentation. Vous voyez par exemple qu'on envisage, alors je sais qu'à Lyon, il y a Olivier Robin qui a développé ça aussi, des gouttières dans lesquelles on aurait intégré des capteurs qui permettraient de mesurer le nombre d'impacts, le nombre de serrages, la quantité de serrages nocturnes par exemple. Et donc, du coup, d'arriver à quantifier la problématique, d'arriver à quantifier l'approche thérapeutique, d'arriver à guider le patient dans sa prise de conscience de la chose dont il souffre. Parce que le patient vient pour un effet secondaire au bruxisme. Mais la cause, le patient n'en prend pas forcément conscience. Et donc, ce biais-là pourrait effectivement être allégé si on avait de la data et de l'information sur le nombre de contacts dentaires que peut présenter le patient. Et puis, la EasyBite. Alors,
Alors, c'est aussi un autre système. Alors, je ne l'ai pas encore testé. J'ai fait ma demande pour être un bêta-testeur. Grosso modo, on a une gouttière et puis on a de nouveau des informations et on a une stimulation qui permettrait d'obtenir, si j'ai bien compris, une oscillation, notamment au niveau musculaire, pour remettre la fréquence musculaire du patient en synchronisation et ainsi permettre un relâchement. Je trouve cette idée absolument exceptionnelle et que ça va être la convergence de ces approches qui permettra sûrement de surmonter la problématique de traitement du bruxisme. Alors, comment corriger? Alors, on va aborder quelques cas cliniques aujourd'hui. Donc voilà, c'est un patient qui a eu un traitement d'orthodontie, qui a un problème de déglutition atypique. On voit bien le problème de la croissance verticale, qui a eu un premier traitement d'orthodontie avec un casque et des élastiques. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a repris un deuxième traitement d'orthodontie à l'âge adulte, mais pareil, le praticien, l'orthodontiste est parti à la retraite, donc il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, il voit son dentiste traitant et on a une nouvelle proposition d'orthodontie, de chirurgie orthognathique que le patient a refusée. Et donc, son ostéopathe vient m'adresse ce patient parce que la doléance du patient, ce n'est pas du tout sa mâchoire en fait, hein. C'est qu'il a mal au trapèze, il a mal aux temporaux et il a les cervicales qui se bloquent. Donc, fort de ce diagnostic, on voit effectivement qu'il est extrêmement musculeux, hein. C'est un gars qui fait de la moto tout-terrain, de l'enduro. Donc, il est gainé, hein. Donc, on voit que la problématique de posture au niveau des épaules, eh ben, c'est l'adaptation d'une mauvaise habitude posturale. Donc, on envisage, après la présentation du traitement, on fait une présentation sur ce que c'est que la RNM, et ce que c'est que le problème de déglutition, ce problème de centrage et des rhomboïdes. Et puis, on lui fait une deuxième séance de reprogrammation neuromusculaire sur ATM et l'hyperserrement. Voilà, je l'ai récupéré après en phase 2, où j'ai fait effectivement un tisane. Et puis, alors, je me permets, pour ceux qui utiliseront à l'avenir ce dispositif, que vous voyez, quand on a la grande mode, c'est d'avoir des patients qui laissent pousser la barbe. Et alors ça, c'est juste un problème pour poser les électrodes. Donc, dans nos cabinets, soit il faut avoir la sagesse de leur donner des recommandations, il faut qu'ils arrivent rasés, sinon on perd des séances, ou alors d'avoir quelques rasoirs jetables pour qu'ils puissent procéder à l'élimination de ces poils gênants. On arrive sur les effets de la RMN avec des exercices spécifiques de stabilisation, c'est-à-dire que alors c'est un garçon assez cérébral, donc quand on lui donne des informations, il les capte et les analyse très vite, et il a compris ce que c'était que le besoin de desserrement, donc il a visualisé ça. Et ensuite, dans le plan de traitement, éventuellement l'utilisation de gouttières, parce que il se plaignait d'une occlusion asymétrique, c'est-à-dire qu'il avait des contacts d'un côté et pas de l'autre, probablement liés à ces traitements d'orthodontie qui n'arrivaient pas au bout. Alors, vous voyez le patient là, ici, à droite, sur la photo en haut de l'écran, où sa posture a complètement changé. Alors, on a une amélioration de la déglutition, on a une amélioration de la posture. Il n'a plus de douleur au réveil musculaire et il n'a plus de problème de démarrage le matin parce que c'était effectivement une de ses demandes. Malgré l'amélioration, il y a toujours un mouvement de la langue et de la mâchoire qui réajuste pour améliorer l'occlusion. Bon, mais le bilan global est plutôt positif. Donc, on repart en deuxième séance de rééducation. Et je le reçois au cabinet pour finalement répondre à sa demande
de retrouver un calage. Et voilà, j'ai appliqué ni plus ni moins en haut à droite un composite sur la cuspide distopalatine de la 16 dans la technique décrite par le professeur Le Gall. Voilà, et donc là, on a un confort instantané, on a une libération des tensions musculaires et on a surtout une stabilisation de l'occlusion avec une détente musculaire bilatérale. Donc, l'objectif a été rempli pour ce patient. Ici, un autre patient, alors pareil, toujours envoyé par un ostéopathe. Le patient, il fait de la course à pied, il travaille beaucoup derrière son bureau. Et quand on fait les tests musculaires, alors il y a des migraines, hein, évidemment. Il a des migraines et il a fait un peu toutes sortes des ostéos, des kinés, dentistes, gouttières, etc. Et effectivement, là se posent deux problématiques. Comment est-il possible de trouver une relation myocentrée si on n'a pas réussi à obtenir le relâchement musculaire? Pour ce patient, on a fait 8 séances de neuralthérapie Tite-Hartmann, donc les injections au niveau de la face infratemporale. Et là, chaque semaine, on obtient un relâchement, donc amélioration de l'ouverture, amélioration de la sensation de détente bilatérale. Quand vous voyez l'acquisition du 2.5 2019 avec le Tisane, on s'aperçoit quoi qu'il a une occlusion avec un torque. Donc, il y a une asymétrie de positionnement des barycentres. Et puis surtout, ce qui m'intéressait dans sa fatigue musculaire, c'est la notion d'impact. Vous voyez que ce IMP va traduire, pour moi, la souffrance musculaire et la capacité de serrage du patient. Grosso modo, quand il serre, le muscle est tellement fatigué que ça relâche. Donc, il est obligé de constamment serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. On a pris le temps, après les séances d'injection, on arrive à un relâchement musculaire. Et là, c'est beaucoup plus facile pour retrouver une relation centrée, donc avec l'analyse sur modèle classique, que je ne vais pas détailler ici, et la technique décrite par Ortlieb, la technique manuelle, pour arriver à retrouver cette position de relation centrée. Et après, on relâche le patient pour qu'il arrive en rime. Et là, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un décalage. Donc, pareil, par l'utilisation de cales composites posées sur quelques dents, on arrive à stabiliser. Et vous regardez l'obtention du deuxième diagramme. On a une pastille verte qui indique 90. Donc, ça veut dire qu'elle est verte. Ça veut dire qu'on a un feu vert thérapeutique. On est plutôt bien. Le patient, là, il est calé. Vous voyez les cylindres bleus et rouges qui sont à peu près tous à la même intensité dans la deuxième section. Donc, ça veut dire qu'on a aussi, au niveau de l'impact, on est arrivé dans les normes physiologiques. Bon, on est encore un peu élevé, mais c'est un patient sportif, puissant. Donc, ces valeurs de l'impact, elles sont aussi à pondérer avec le temps. Et les patients surtout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se bloquer uniquement sur cette valeur-là dans le créneau 85-115. C'est vrai que des patients hypertoniques vont avoir des notions d'impact plus fortes. Ce qui est important, c'est le décalage, c'est la souffrance initiale et le retour à une santé normalisée. Donc, effectivement, que là, dans ce cas-là, d'avoir été guidé par un GPS, c'est un plus incroyable. Et l'impact qu'on a sur les patients, c'est qu'on leur montre les diagrammes après et ils ont une parfaite visualisation. Ils sont capables de vous décrire le fonctionnement musculaire et notamment dans les sensations d'ouverture et fermeture, là où il y a des freins, là où il y a des retenues, là où ils ont besoin de forcer pour ouvrir. Et cette collaboration et cet échange est un élément incontournable pour leur prise en charge. Alors là, c'est une patiente, 60 ans,
qui est la femme d'un de mes amis et que je n'avais jamais eu au cabinet. Et puis, on a la chance à Lyon maintenant d'avoir une jeune praticienne, le docteur Cousin, qui est stomato et qui travaille aux Hospices civils de Lyon, l'hôpital de Lyon-Sud, dans le département maxillofacial. Bon, c'est une brillante consoeur. Et donc, elle a reçu cette patiente et vous voyez qu'à l'examen clinique, bon, alors la classe de 2, donc classique, elle a peu de douleurs musculaires quand elle a vu la patiente, mais moi, quand je l'ai eu au téléphone, vraiment, elle avait des douleurs avec l'impossibilité, notamment, de manger correctement. Ouvrir la bouche, notamment à gauche, c'était quelque chose de compliqué. Elle ne pouvait pas serrer un aliment, elle ne pouvait pas croquer un aliment à gauche. Alors, vous voyez que elle note quand même une douleur et des crissements. L'ouverture buccale est limitée à 30. Bon, elle est avec, et on peut noter aussi qu'il y a de l'imagerie médicale. On retrouve une arthrose de l'articulation temporomandibulaire. Et vous voyez que les préconisations vont être sur une prise en charge de kiné et puis de réévaluation de la situation. Mais vous voyez quand même, pour juger de l'indication d'une prothèse totale d'articulation temporomandibulaire. Je ne sais pas si vous représentez bien ce que c'est, mais c'est vraiment quand on a des patients qui sont au stade terminaux au niveau de la dégénérescence articulaire. Voilà la situation. Donc, je lui explique la possibilité de faire une rééducation neuromotrice. On avait invité d'ailleurs le docteur Cousin à assister à cette séance. Et vous voyez, grâce au TIS-analysis, en fait, la situation initiale, on est dans le rouge et puis on est dans le jaune, parce que on a des spasmes musculaires et on a un fonctionnement asymétrique. Surtout, on a une compression articulaire à gauche qui nous pose un vrai problème. Donc, on fait une déprogrammation neuromusculaire. La patiente récupère une ouverture sans déviation qui était liée au fait d'avoir une luxation réductive d'un côté, irréductive de l'autre. On réalise l'enregistrement neuromusculaire. Alors, quand on voit les modèles là, qui sont faits, puis j'ai des cales en résine, et qu'en fait, ça, c'est la position que je renvoie au laboratoire. Mais surtout, vous allez voir, c'est qu'en fait, avant de fabriquer la gouttière, voilà la situation initiale. Et puis, on a levé la supraocclusion et on a repositionné la mandibule. Alors, comment on fait pour faire une avancée mandibulaire légère et une augmentation de dimension verticale? Parce qu'en fait, elle avait une déglutition atypique. Il faut savoir que le déficit vertical, la plupart du temps, correspond à l'épaisseur de la langue qui s'interpose entre les dents au moment de la déglutition atypique. Donc ça, c'est déjà un repère que vous pouvez prendre pour estimer les hauteurs de surélévation qu'on peut faire. Et surtout, le résultat obtenu, c'est qu'on a sur un schéma de classe 2, diagramme de gauche, en pré, vous voyez l'asymétrie fonctionnelle, les temporaux qui fonctionnent de manière asymétrique et une prédominance des masséters. Et quand on a mis de l'écale et la gouttière, d'abord la RNM, puis après cale, gouttière et contrôle de l'occlusion, eh bien, on arrive à une symétrisation qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà très intéressante. Et surtout, quand on regarde au niveau de l'impact, alors là, on s'est retrouvé avec une patiente en fait, qui était en hyperserrement tout le temps. Donc, vous voyez la force de l'impact et le fait de retrouver une dimension verticale d'occlusion avec le relâchement musculaire obtenu avec la RNM, eh bien, on retrouve un impact ici qui est de 90, donc tout à fait compatible avec le confort du patient. Là, c'est un autre cas. C'est le cas d'un patient avec de l'érosion, de la perte de dimension verticale. Alors, vous voyez que, par exemple, en pré et en post, on est dans un patient qui fonctionne de manière symétrique parce qu'on a une pastille verte à 91,
en pré, et vous avez une pastille verte à 89 en post. La seule différence pour ce patient, c'est que vous voyez l'impact chez ce bruxeur, c'est qu'il est à 137, alors qu'après relâchement, on obtient un patient qui est à 76. Donc là, c'est pareil, on a un confort du patient qu'on a stabilisé après avoir fait un enregistrement de la relation intermaxillaire, wax-up, mock-up, et après réhabilitation prothétique classique avec des collages et des surélévations. Ici, un autre cas. Alors là, c'est pareil, c'est un trailer, c'est un gars qui fait des semi-marathons et des marathons. Qui a eu, alors là, je remercie Charlotte pour sa collaboration, donc qui nous a fait un protocole de RNM déglutition posture rhomboïde. Voilà, donc déjà, il a pris conscience de sa mauvaise déglutition. Donc là, ça a été très important pour lui. Et on voit que sur la photo de droite, effectivement, il y a un manque de dimension verticale et une compression articulaire bilatérale. Alors, on voit au niveau de l'impact, vous voyez, il a des valeurs qui sont incroyables, 324%. Je me pose la question de la véracité de tout ça, mais bon, c'est en tous les cas impressionnant. Et c'est surtout quand vous regardez les cylindres, vous voyez que vous avez le masséter gauche qui surfonctionne. Pourquoi? Parce que en fait, il n'est pas calé comme il faut. Donc, on a gagné immédiatement. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il était conscient de son inconfort occlusal et de l'absence de contact symétrique au niveau de ces deux hémisarcades. Et immédiatement après la séance de RNM2, il me décrit son confort occlusal comme étant déjà beaucoup plus symétrique. Donc, ça veut dire qu'on a gagné en confort de patient, on a gagné en confort d'occlusion. On a un certain nombre de patients. Heureusement qu'on n'a pas procédé au meulage sélectif parce que quand on fait la RNM et le relâchement, eh bien, avant le RNM relâchement, ils vous décrivent une situation où ils ont un côté qui touche plus que de l'autre. Et une fois que le relâchement a été fait, il y a une harmonisation des contacts sur l'arcade. Donc, ce qui me plaît dans cette approche, la conjugaison de tous ces dispositifs, c'est vraiment prendre la haute mesure de ce qui se situe dans la bouche du patient et d'avoir une réflexion qui est menée tout le temps basée sur la réversibilité. Voilà, je ne fais plus du tout de meulage sélectif comme on avait fait à l'époque. Et vous voyez la situation en poste, eh bien, ce n'est pas encore parfait, mais le patient se retrouve, même à la course, quand il court, il est beaucoup plus équilibré. Bon, il n'a pas gagné de temps, mais si on devait aborder occlusion et performance sportive, je crois qu'il y a des spécialistes dans l'Assemblée et que c'est un sujet hautement intéressant. Et d'ailleurs, une des vocations d'Aliane, c'est de la reprise en charge et de la réathlétisation des sportifs de haut niveau. Voilà. Et puis, pour finir, ce patient, on a amélioré sa situation neuromusculaire. Pour autant, il arrivait à me décrire des moments où il y avait des contacts dentaires qui n'étaient pas toujours reproductibles. Donc, la stabilisation sur la gouttière, qui est une gouttière plutôt lisse de déprogrammation et pas une gouttière engrainée, nous montre ça. Vous allez voir cette petite vidéo, si ça veut bien. Non, je voudrais bien. J'aurais bien aimé, voilà, avoir la vidéo qui démarre. Oh, je me sens bien seul sur ce coup-là. Normalement. Essaye d'appuyer sur la flèche bleue en bas, tu n'y arrives pas avec le. Mais non, non, c'est
C'est la flèche bleue, ça… Non, non, la flèche bleue, Ah. ça ne marche pas. Ça marchait tout à l'heure. Bon, eh ben, je suis désolé. Soit il télécharge. Allez, ça y est, c'est parti. Voilà, on a une vision 3D de l'occlusion. Alors voilà ce que c'est qu'un test d'analyse avec l'OccluSense. Alors vous voyez qu'on a différents camemberts cadrans. Ça vous donne en même temps l'intensité des contacts, la répartition des contacts, la temporalité des contacts. Et puis surtout, à un moment donné, donc je vais essayer de le relancer si c'est possible. Non. Pour que vous ayez la sensation dans ces zones-là, dans les cadrans, à un moment donné, on a pareil une codification rouge et bleu. Et non, voilà, vous voyez en rouge, on a de temps en temps une surcharge mécanique dans sa mastication qui est soit en arrière à gauche, soit en arrière à droite, soit en avant à droite. Donc ça veut dire que là, il y a encore des prématurités à régler avec sa gouttière. Donc, ça demande une petite courbe d'apprentissage que je suis en train d'opérer. Et j'aime la synergie de tous ces dispositifs pour apporter des solutions thérapeutiques à nos patients. Voilà, je pense qu'il est l'heure de conclure et puis de vous remercier d'abord tous d'avoir été présents. Et j'espère que ces avancées sur les prises en charge thérapeutiques grâce à la RNM vous auront intéressé. Et on va céder la parole à Valéria, que je félicite doublement, non seulement pour nous avoir invités et pour le grand bonheur qui va occuper sa vie dans pas longtemps. Valéria, Merci beaucoup. merci. C'était vraiment une présentation très, très fantastique.